On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une étudiante de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a remporté une importante bourse pour son doctorat en littérature. Mais d'abord, parlons de l'aéroport, parlons du bruit et parlons surtout de l'opinion des utilisateurs de l'aéroport, c'est-à-dire les pilotes eux-mêmes. C'est un enjeu dont on entend parler depuis plusieurs décennies, même à la limite, et visiblement, ce n'est pas demain que ça va se terminer non plus. On parle ici de l'avenir de l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est quand même un aéroport qui date des années 40, donc un des plus vieux aéroports avec une tour de contrôle qui est toujours fonctionnelle. Il y a un enjeu à l'égard du bruit, notamment pour les citoyens de Saint-Edmond et de Saint-Lucien, un peu l'Acadie et Saint-Eugène, mais c'est plus marginal. Et évidemment, la balle est un peu dans la cour de la ville qui est le propriétaire de l'aéroport, mais aussi, il ne faut pas oublier non plus les utilisateurs de cet aéroport, qu'on entend peut-être un peu moins dans le débat public. Aujourd'hui, on reçoit M. Robert Perrault. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Rato. Parce qu'effectivement, les citoyens, eux, ils se sont regroupés là, quand même depuis plusieurs années, ils vont au conseil de ville, posent des questions, etc., mais les utilisateurs, on les entend un peu moins. Vous êtes quand même dans le débat public, vous faites partie de groupes de réflexion et tout ça, mais on vous entend un peu moins. Pourquoi sentez-vous le besoin maintenant de vous exprimer, peut-être, de vous exprimer davantage sur la compréhension de cet enjeu-là pour le public? C'est qu'on s'est aperçu depuis que Vigilance Aéroport prend beaucoup de place publique, il y a beaucoup, des fois, des exagérations ou des faussetés, ou des fois, on passe des tendances, puis c'est pas réellement ça la réalité. Beaucoup de gens ont de la misère à comprendre qu'est-ce que c'est l'aviation, parce que c'est complexe au niveau réglementation. Ils ne comprennent pas qui fait quoi et pourquoi. Et puis aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, c'est faire part avec vous de mon expérience de mes 52 ans dans le monde de l'aviation, où ce que j'ai travaillé, j'ai passé ma carrière à Transport Canada, NAV Canada. En plus d'être diplômé de l'université, j'ai aussi une licence de pilote professionnel. J'ai 52 ans d'expérience à voler des avions. J'ai même construit mon propre avion que je vole tous les jours, qui fait beau. Ouais. Et en plus de ça, j'ai fait ma carrière dans le contrôle aérien, autant militaire que civil. Et puis ça a été mon emploi au niveau des procédures. Et puis dans le débat du bruit, c'était le quotidien de ce que c'est dans le contrôle aérien. Bon. Dans le cas de Saint-Jean, parce qu'il y a plusieurs années, on disait « Ouais, mais l'aéroport appartient à Transport Canada, on ne peut pas rien faire, elle ne nous appartient pas ». Là, depuis plusieurs années maintenant, Transport Canada a cédé l'aéroport à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais encore là, qu'est-ce que la ville peut ou ne peut pas faire? La ville est propriétaire du sol, mais tout ce qui se passe dans les airs, ce n'est pas elle qui a le plein contrôle sur la réglementation, c'est Transport Canada. Effectivement. Sauf qu'encore là, il y a une compréhension qui n'est pas complète. Vous avez sûrement entendu dire, et moi je l'ai entendu plusieurs fois, il dit, bien, là, on comprend que le ciel, là, c'est Transport Canada, mais le sol, on est chez nous. La réalité en est autrement. La réalité, c'est que l'espace aérien appartient au gouvernement du Canada, mais elle est assujettie à la réglementation aérienne. Et c'est NAV Canada, un organisme à but non lucratif qui gère et exploite le ciel. Transport Canada est le régulateur. Ce qu'il fait, lui, c'est s'assure que NAV Canada opère et gère l'espace aérien en conformité avec la réglementation. Au niveau du sol, c'est exactement la même application, peu importe qui en est le propriétaire. Un propriétaire peut être un individu, comme une compagnie, comme une municipalité. La différence, c'est que tout ce qui touche l'aviation au sol, on parle de la gestion et l'exploitation, c'est exclusivement fédéral pour n'importe quel propriétaire d'aéroport. Bon. Souvent, l'argument qui est amené par Vigilance Aéroport, en comparaison avec Saint-Hubert, c'est de dire que nous, ici, il y a une proximité, quand même, les maisons sont assez près des pistes, alors qu'à Saint-Hubert, évidemment, c'est un peu plus éloigné. Souvent, on revient avec cet argument-là pour dire, bien, de par ce constat-là, évidemment, on est plus exposé au bruit de par l'angle d'atterrissage ou de décollage des pistes, etc., etc. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vont dire « Oui, mais en même temps, la Ville a autorisé à ce qu'il y ait des constructions » ou d'autres vont dire « Ben oui, mais si tu achètes une maison à côté d'un aéroport, tu te doutes bien qu'il va finir par avoir du bruit. » Ce que les citoyens, eux, nous disent, c'est « Oui, on comprend qu'il y a un aéroport, puis on comprend qu'il y a du bruit, mais c'est quoi la limite raisonnable de ce qui est acceptable ou pas acceptable de la part du citoyen? » Premièrement, à Saint-Hubert, les maisons sont presque aussi proches de la piste qu'ici à Saint-Jean. La différence, c'est qu'à Saint-Hubert, la piste qui est la plus utilisée pour les écoles de pilotage, les avions décollent forcément face au vent, toujours,
Mais le quartier résidentiel est au bout de la piste où ce qui décolle. Donc, ils reçoivent majoritairement les avions au départ qui sont plus bruyants. Saint-Jean, ici, le quartier le plus défavorisé pour le vent, c'est Saint-Edmond, Saint-Lucien, c'est ce coin-là. Mais majoritairement, ils reçoivent les avions à l'atterrissage. Parce qu'on comprend que les avions doivent décoller et atterrir face au vent. Donc, la différence, c'est comme si Saint-Edmond était du côté de la carrière, qui n'est pas le cas à Saint-Jean. Mais est-ce qu'on maximise bien l'utilisation des 3 pistes? Parce qu'un des trucs qui a été amené dans la dernière année, c'est de dire, ouais, mais on pourrait garder l'aéroport, mais on pourrait garder peut-être juste une piste, puis pas utiliser les 2 autres. De toute façon, l'hiver, il y en a une qui est fermée. Puis durant l'été, avec les montgolfières, il y a une piste qui est fermée de toute façon pendant presque 2 mois. Est-ce que ça, c'est une solution qui est envisageable? Oui, là, ce que vous regardez, parce qu'on parle des fois le circulaire d'information 302-002, qui est la procédure de mise en œuvre pour les procédures d'application de la réglementation sur le bruit. Et on veut légiférer sur le bruit et réduire le bruit. Qu'est-ce que ça dit là-dedans? Il y a 13 points qu'il faut suivre. Puis un des points, c'est prendre tout en considération, tous les enjeux qui touchent le bruit. Donc, il y a une part de responsabilité qui vient des utilisateurs. C'est sûr, c'est les opérateurs d'avion. Mais il y a une très grande part de responsabilité aussi qui vient à l'exploitant de l'aéroport. Les infrastructures, la façon que l'aéroport est géré. Et puis, l'autre partie, c'est aussi les receveurs, c'est-à-dire les citoyens. Parce qu'on s'entend que, comme ici à Saint-Jean, l'aéroport, vous l'avez dit tantôt, ça existe depuis 1940, autour de là. Les quartiers autour, comme à Saint-Edmond, ils ont été bâtis dans les années 70, 80, dans ces endroits-là. Dans ce temps-là, on ne parlait pas tellement de bruit. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus particulier. Et entre autres, est-ce que les maisons rencontrent vraiment les normes acoustiques d'aujourd'hui? On s'entend que les normes changent, la mentalité des gens change. Et puis aujourd'hui, ils sont plus pointus là-dessus. Mais il y a de part et d'autre, il y a des efforts qui doivent être faits de tout le monde de ce côté-là. Vous avez dit tantôt, les pistes sont fermées. C'est certain que l'été, il y a 2 pistes qui sont fermées pour la tenue du Festival Montgolfière. Les gens pensent que le festival dure 9 à 10 jours. La réalité pour l'aviation, c'est 3 mois. Il y a tout le temps de préparation du festival, ainsi que le démontage du site. Ça fait que donc, à la fin juin, aller jusqu'à la fin septembre, 2 des 3 pistes, c'est très pratique, sont fermées. Ce qui fait que ça concentre 100 du trafic d'été au-dessus des résidences, au bout de la piste, sur le 29, le début de la 29. Puis ça, on le voit sur des études qui étaient faites, parce qu'une des choses qui est sortie au niveau des citoyens, qui a été mis en place l'année passée par le comité bruit, c'est le formulaire de plainte, où les gens maintenant peuvent remplir le plainte, s'en vont à la ville, et maintenant, les premières statistiques sont sorties, puis si on peut voir ici, il y a une pointe, on voit là-dedans, c'est très bien, ça correspond avec l'été. L'été, on ferme 2 pistes, donc le trafic est concentré directement sur les secteurs les vulnérables. Mais je veux juste finir, M. Latour. Il y a un autre point ici qui est assez important, c'est l'hiver. Mais il y a une piste de fermée aussi. Et on ferme la piste qui est la plus propice au vent, le 24. Mais pourquoi on la ferme? On la ferme pour sauver de l'argent au déneigement. Dans le fond, c'est juste de déneigement. Mais quand on regarde que cette piste-là pourrait servir 48 du temps, parce que les vents favorisent cette piste-là 48 du temps. Regardez alentour, Mirabel, Montréal, Saint-Hubert, Québec, tout le monde utilise une piste 24 parce que c'est la plus appropriée pour le vent. Alors ici, c'est quelque chose, on devrait la garder ouverte tout le temps. Mais c'est pas cette piste-là aussi, même le conseiller Auger qui proposait de la prolonger? Oui. Oui. On a un peu d'espace, là. On pourrait la prolonger. Oui, on peut la prolonger. Lui donner peut-être un tiers de plus, ou je ne sais pas, à peu près. On peut la monter, elle est à 2400 pieds, elle peut monter jusqu'à 4500 à la limite. Bon, ça pourrait être une option intéressante? Très intéressante, ça, oui. Mais encore là, quand on parle de directives d'exploitation, puis il y a différentes alternatives, ce qui est très favorisé par Transport Canada, c'est l'alternance de pistes. En d'autres mots, pas toujours concentrer le trafic à la même place. Montréal, ils font ça très souvent. Beaucoup des gros aéroports ils alternent les pistes de telle façon que les gens ne se sentent pas concentrés tout le temps au-dessus de leur tête. Donc, si on comprend que la présence du festival vient amputer 2 pistes pendant quelques mois, que l'hiver, il y a une piste de fermée pour des raisons d'économie, ça, c'est une chose. Par contre, il y a 2 trucs qui reviennent souvent de la part des récriminations des citoyens du comité Vigilance Aéroport. C'est les écoles de pilotage, oui, mais les écoles de pilotage d'hélicoptères avec les posées décollées. Selon vous, est-ce que les posées décollées des hélicoptères pourraient se faire ailleurs qu'un aéroport comme Saint-Jean, ou si dans le circuit d'apprentissage de l'aéroport, c'est malheureusement un lieu qui est utile pour ça? Il faut absolument le faire aux aéroports. Question de sécurité oblige.
lorsqu'on fait des manœuvres de pratique, si jamais quelque chose arrive, les services d'urgence sont directement sur les lieux. Si ça se fait dans un champ qui vient d'être labouré, c'est pas mal plus dur à aller voir. Mais est-ce qu'on peut atténuer ça? Oui, il y a moyen d'atténuer. D'ailleurs, si vous regardez, c'est un des enjeux, les hélicoptères. Et puis, qu'est-ce que NAV Canada a fait? À leurs frais, ils ont développé des routes pour rentrer, pour sortir de l'aéroport. Ils sont maintenant publiés dans le CFS, le fameux livre que là-dedans, puis je vous en montrer ici une copie que ça a l'air, c'est un bouquin qui est assez épais. C'est le répertoire de tous les aéroports, il y en a pour 2000 là-dedans, que les pilotes doivent avoir dans leur avion. Mais en revenant aux hélicoptères, c'est qu'on a beau faire une route d'arrivée, mais reste-t-il qu'une fois arrivé à l'aéroport, il faut que l'avion soit capable, ou l'hélicoptère soit capable de se poser sécuritairement dans un endroit où ce qui est le plus propice pour réduire le bruit. Ça, c'est la responsabilité de l'exploitant de l'aéroport, et ça ne n'est pas fait encore. C'est des enjeux qui viennent là-dedans, mais c'est pour ça que disent ça prend la part de tout le monde pour arriver à mitiger le bruit. Et l'autre irritant très, très, très majeur, c'est les planeurs. En fait, des avions remorqueurs qui tirent évidemment les planeurs. Je sais que là-dessus, il y a eu quelques atténuations avec l'École de vol à voile, mais ça semble être un des irritants majeurs de la part des citoyens. Encore une fois, est-ce que les planeurs, ça fait partie un peu du paysage? Est-ce qu'on doit accepter ça, continuer de l'accepter dans les termes actuels? Est-ce qu'on peut atténuer ça autrement? En 2017, ils ont fait des tests. D'ailleurs, les militaires ont changé les moteurs, les hélices, les silencieux sur leurs avions. Les tests qui ont été faits au sol, c'est que ces avions-là sont plus silencieux que l'avion conventionnel comme les petits avions, les Cessna 150 et ainsi de suite. C'est sûr que ce qui achale un peu, c'est la fréquence aussi de vol. La fréquence, oui. La fréquence. Les fins de semaine. Mais justement, ils ont travaillé dans l'été 2018 pour faire des différentes routes, et ainsi de suite. En plus de ça, ça fait partie de l'étude 2018 qui n'a pas encore été publiée, c'est qu'ils ont mis des capteurs GPS à bord de l'avion avec un capteur de son. Fait que là, on est capable de voir réellement le son que l'avion, des planeurs de l'avion remorque, le bruit qu'elle peut faire, le niveau de bruit qu'elle peut faire. Ensuite, le trajet aussi, d'où est-ce qu'elle va. Et puis, j'ai hâte de voir les résultats de ça. Et c'est pour ça que je dis, Adam, on a peur ou quoi que ce soit, mais dans le fond, il faut vraiment le mesurer avant, puis là, il est capable de prendre des actions. Dernière question. Le fameux rapport sur le bruit, là, dont tout le monde attend, je pense qu'autant les gens de vigilance aéroport que de vous, que de la ville, ça tarde à sortir. Là. Bon, le maire, dans une autre émission, nous disait que c'est une question, c'est imminent, là, que ça va sortir prochainement. Mais ça, est-ce que ça va changer vraiment la donne? Est-ce que Parce que même, on a reçu M. Boucher, qui est président de Vigilance Aéroport, qui lui-même a consulté, mais évidemment, il était sous une entente de confidentialité. Bref, qu'est-ce que ça va amener au débat que cette étude sur le bruit, là? Bien, les études sont nécessaires. La raison principale d'une étude, j'en ai vu à maintes aéroports à travers le pays, puis ainsi de suite, parce que je veux pas, par mon métier, j'étais dedans. On est parti pris pareil. L'idée d'une étude de bruit, c'est d'être capable d'établir un périmètre de son autour de l'aéroport. Là, ça donne une idée là-dedans à quel point est-ce que c'est correct jusqu'à temps que ça commence à être un inconvénient pour les riverains. Une fois que ça, c'est fait, là, on regarde. La prochaine étude, ça devrait voir, est-ce que le périmètre a bougé ou non? S'il a agrandi, on a un problème. S'il a rétréci, ça veut dire que l'application des différentes procédures a porté fruit. Maintenant, c'est ça, il faut faire la comparaison entre les deux, qu'on n'a pas encore. Et puis, mais par contre, dans toutes les études que j'ai vues, puis probablement ça va être la même chose dans celui de 2018, on recommande aux aéroports qui sont pris avec une question de gestion de bruit de mettre un système de capteurs de bruit autour de l'aéroport en permanence. OK. Parce que l'idée là-dedans, c'est que les plaintes viennent de tous les jours. Mais si vous avez des capteurs autour, vous êtes capable de voir en temps réel c'est quoi réellement l'étendue du bruit. Et si quelqu'un se plaint, on regarde, effectivement, oui, il y a plus de bruit là, on peut réagir tout de suite. Et ça, cette recommandation-là, elle existe depuis la commission Mailloux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En 1994, la commission Mailloux a dit « Mettez donc des capteurs de bruit ». Beaucoup d'aéroports ont fait la même chose. Ça a été revisité en 2006, puis ainsi de suite. Mais c'est réellement la façon d'être capable de répondre efficacement aux plaintes des citoyens. M. Perrault, merci beaucoup. Je vous en prie. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit une Joannaise qui reçoit donc une bourse de doctorat de 12 500 $. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, c'est du sérieux, on parle de lutte. Avec Éric Ouimet, Arsenic et notre chum d'Estro. C'est quoi ça? Ça, écoute, c'est la nouvelle ceinture du champion de la FML. On va le dévoiler en primeur. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Notre prochaine invitée est inscrite au doctorat du département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Elle vient de recevoir une bourse de doctorat de 12 500 $. Elle est johannaise, elle s'appelle Élise Gay. Elle est avec nous. Bonsoir, bienvenue et félicitations. Bonsoir Éric, merci bien. Je présume que ce genre de bourse est toujours le bienvenu quand on étudie. Évidemment, ça me permet de me consacrer vraiment là, à temps plein, du moins pour cette session-ci, puis pour l'hiver, là, sur le doctorat, sur la rédaction, en fait, de la thèse. Ça exige quoi faire un doctorat? Oh mon Dieu! Présentement, ça exige énormément de recherche en archives parce que dans le projet sur lequel je travaille, je me consacre à des écrivains et à leur correspondance en particulier. Donc, ça demande du dépouillement d'archives, des heures un peu religieuses, assises à la grande bibliothèque et dans leur centre d'archives à Montréal pour donc faire de la recherche. Ensuite, une fois qu'on a accompli tout ça, qu'on a dépouillé aussi de la littérature plus scientifique, bien, on s'assoit et on écrit. On doit donc réussir à tout écrire cette thèse-là. Le projet s'appelle « Recentrement et résistance, le réseau transaméricain des revues francophones de 1941 à 1948 ». Pourquoi avoir choisi cette thématique? Présentement, ça a été surtout pour l'étude de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ça a été beaucoup travaillé du point de vue des discours, des politiques, vraiment plus du gouvernement, mais pas de la littérature et pas beaucoup sur la culture québécoise. Donc, j'ai décidé de travailler sur cette époque-là, puis sur des revues, en fait, des revues littéraires et intellectuelles qui sont publiées à cette époque-là durant la guerre. OK. Et quel est le constat que vous faites en lisant ces bouquins-là? Que certains réseaux, donc de là mon étude de réseau à travers des revues, que ces réseaux-là permettent des transferts culturels, permettent des échanges que sans le contexte de la guerre, ce ne serait pas possible. Donc des gens qui vont venir se parler parce qu'ils n'ont pas le choix de déménager ou de se réfugier à New York, qui après, vont devenir en contact avec d'autres gens qui sont établis à Montréal dans les universités, au sein de ces revues-là, de d'autres groupements d'intellectuels. Donc des échanges durant la guerre que ces revues-là, comme un exemple plus patent et plus intéressant, c'est le surréalisme qui va entrer dans la littérature québécoise à cette époque-là par les voix de ce réseau-là d'écrivains. Parce que tout le monde se parle, s'envoie des trucs par les correspondances, par la poste. Si la censure ne touche pas non plus, ne vient pas intervenir là-dedans. Donc le surréalisme va être publié, du moins on va le critiquer dans les pages de ces revues-là, donc dans les années 40. C'est quelque chose avant la Révolution tranquille quand même. Bon. Cette bourse de 12 500 $ vient de BANQ. Ouais. Expliquez-nous ce que c'est que BANQ pour expliquer aux gens ce que c'est et également la fondation BANQ. Ouais. Donc, BANQ, c'est un regroupement, en fait, de bibliothèques et archives nationales du Québec. On connaît bien la Grande Bibliothèque à Montréal. Donc, oui, c'est la Grande Bibliothèque, mais c'est surtout des centres d'archives qui sont vraiment partout au Québec, là, en région et tout ça, pour conserver donc ce patrimoine-là. Ensuite, la fondation de BANQ vient pour soutenir les recherches sur les fonds d'archives que la Grande Bibliothèque détient, donc dans ses multiples centres. Bon, et là, cette année, la Fondation a remis 64 000 $ en bourse d'excellence par l'entremise donc du fameux programme en question. Et là, vous, là-dessus, vous en prenez 12 500 $. Comment ça fonctionne? Vous vous êtes inscrit? Vous aviez un projet? Bref, c'est quoi la logistique derrière le fonctionnement du programme en question? En fait, ils font des appels à candidature de façon annuelle. C'est un assez long dossier qu'il faut monter, peut-être, je vous dirais, au maximum une 15 à 20 pages avec des lettres de référence. Ça prend des professeurs qui nous soutiennent dans notre démarche et tout. Puis inévitablement, ça prend aussi un parcours, il faut se démarquer. Je pense que c'est près de 170 candidatures pour 6 récipiendaires annuellement. Donc, quand même, ça fait un assez grand bassin de candidatures. Mais en même temps, quand on est inscrite dans un doctorat comme en littérature,
l'avènement des bourses devient quand même quelque chose d'assez important, voire essentiel. Oui, 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 absolument. BANQ et sa fondation octroient surtout des bourses à des gens qui sont en histoire culturelle, histoire du Québec, littérature, mais s'ouvrent les dernières années à des gens qui sont en tourisme, en communication, en sciences politiques. Donc, c'est des bourses qui, oui, peuvent être données, entre autres, à des étudiants en littérature, mais vraiment dans tous les domaines qui peuvent avoir un lien avec des archives, là, celles qu'elles conservent, en fait. Bon, à quelle étape êtes-vous rendu au niveau du doctorat? En rédaction de cette thèse magnifique. Et ça veut dire quoi, une thèse? C'est combien de pages? Qui va lire ça? À quel moment allez-vous recevoir votre diplôme de docteur en littérature? Beaucoup de belles questions. Donc, pour commencer, c'est sûr que cette thèse-là, on compte avoir environ 400 pages. Les gens vont la lire au niveau du jury et de la correction pour l'université. Ensuite, quand on est au doctorat, que ce soit dans tous les domaines confondus, on ne publie pas seulement la thèse. Tout au long, on vient donner nos hypothèses de recherche au sein d'articles qui sont publiés par les universités ou par d'autres revues, un peu comme celle-ci aussi, là, qui avait la même fonction dans les années 40. Donc, je me retrouve à parler de mon sujet à d'autres moments, en tout cas du moins dans le processus. Fait qu'on n'est pas trop clos là, à l'intérieur de notre tête à réfléchir à tout ça. Il y a des moments où, dans les congrès aussi, on interagit avec d'autres chercheurs pour discuter de nos hypothèses de recherche, justement. Puis, et quel sera l'échéancier pour la prochaine année? Terminer la rédaction sensiblement pour 2020, la fin de 2020, soutenir la thèse aussi possiblement l'automne 2020. Et ensuite, quoi, recevoir son diplôme quelque part en 2021? Oui, habituellement, c'est quelques mois pour, comme je vous disais tantôt, là, la correction de tout ça. Puis, est-ce que vous rêvez de ce moment-là? Est-ce que c'est... Oui, certainement, certainement. Oui, parce que c'est tout un objectif qu'on veut atteindre. On tend absolument vers ça, fait que ça sera une délivrance pour certains. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de continuer à étudier? Parce que certains vont s'arrêter au diplôme universitaire. Dans d'autres cas, on va pousser ça un peu plus loin. Bref, qu'est-ce qui fait qu'on décide de pousser ça à l'extrême jusqu'au doctorat? Certainement pour les intérêts qu'on a à travers nos objets. Parce qu'on touche à des revues, parce qu'on rentre en contact avec toute une histoire, particulièrement les correspondances. Ça a été pour moi quelque chose de super intéressant, en fait, plonger dans le passé de plein de gens qui me racontent leurs pertes, leurs deuils durant la guerre, leurs échanges, leurs découvertes. Après, ça m'amène à vous parler de quelqu'un de vraiment important pour ces revues-là, qui est un Joannais, en fait. Donc, dans les années 40, il est ici, Louis-Marcel Raymond. Il est critique littéraire, mais aussi botaniste au Jardin botanique de Montréal. Il habite Saint-Jean sur la rue Laurier. Et il se trouve à être quelqu'un de très, très, très important pour ces revues-là parce qu'il va critiquer d'autres écrivains, d'autres intellectuels en exil à la même époque au sein de ces revues-là. Donc, dans les années 40, il fait les allers-retours Montréal avec les autobus. Il revient ici et dans ses temps libres, il critique donc les écrivains français qui sont réfugiés à New York, en Argentine et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous nous avez amené ici? Là, sur donc, la table ici, vous avez... Donc, celle dont je parlais ici, avec Louis-Marcel Raymond, c'est La Nouvelle Relève. C'est la revue la plus emblématique des années 40 au Québec. Elle a été beaucoup étudiée, il faut le dire, en littérature puis en culture québécoise. Une revue de jeunes qui veut changer, mon Dieu, la culture, mais c'est des revues catholiques. Je n'ai pas eu la chance d'en parler beaucoup, mais elles ont un substrat quand même catholique. C'est la Grande Noirceur, c'est une époque encore... vraiment sous le joug de l'Église. Mais là, on a des jeunes intellectuels qui viennent des collèges classiques puis qui veulent réfléchir à ouvrir la culture québécoise. Dans un autre cas? Ici, on a Amérique française. Déjà par le titre, c'est important, parce que ces jeunes-là se revendiquent d'une américanité francophone au Québec dans les années 40. Le liminaire, l'éditorial pousse déjà ces questions-là de l'avant. Ils veulent se mettre donc dans une espèce de francophonie avant l'heure avec ces écrivains-là réfugiés à New York et jusqu'en Argentine. Ici, on en voit deux autres, éditions, juste intéressant pour le côté plus moderne de la facture graphique. On voit que le montage, la maquette, on a autre chose ici. Là. On n'est pas le côté plus drabe peut-être un peu des autres numéros. Bon, donc l'Amérique française, mais avec un nouveau visuel à ce moment-là. Mais là, on est en 1946. Oui, on est plutôt vers la fin de la guerre. On a un peu pris plus d'autonomie. Hein. Il y a une grosse querelle qui se passe en 48 avec les écrivains français. Bon. Et là, ici, on a janvier 48. Et je vois en bas qu'on vendait ça 35 cents. Ah oui. Hein, quand même, 35 cents en 1948, avec une caricature ici. Oui, exactement. Bon. Et ça, donc, c'était un format qui était un peu différent à ce moment-là? Oui. C'était... Après, c'est des questions de stratégie marketing, de publicité. Vers la fin des années 40, on rapetisse le tout. Qui étaient les lecteurs? Les universitaires, les jeunes étudiants des collèges classiques, les universités de Montréal commencent aussi à être plus sur la carte des jeunes intellectuels bourgeois de Montréal. Est-ce que le fait de prendre connaissance de ces ouvrages des années 40 viennent pour vous ensuite expliquer
quel tournant la littérature a pu prendre dans les années 50, 60 et jusqu'à aujourd'hui? Absolument, parce que les revues ont souvent été des lieux d'expression, mon Dieu, des idées nationales. Ensuite, à la même époque et même dans les années 50, avec Cité libre, avec ensuite Parti pris dans les années 60. Donc, moi, je replace ces revues-là dans une espèce de mouvement vers une modernité culturelle et intellectuelle, absolument. C'est majeur. Dernière question. Oui. Aujourd'hui, en 2019, bientôt 2020, est-ce qu'il existe des trucs comparables? Ah oui, certainement. Moi, je penserais à nouveaux projets qui sont des revues publiées à Montréal par des jeunes intellectuels. Liberté, qui est une des plus anciennes revues au Québec, mais qui a su se renouveler aussi par un nouveau visuel qui ressemble plus au magazine. Hein. On a un tournant du magazine dans les revues là, contemporaines, absolument. D'autres qui sont plus littéraires, comme Contre-jour ou L'Inconvénient, qui sont des lieux de réflexion sur la culture. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2020? Ah, mon Dieu! Une thèse et puis beaucoup de plaisir dans les archives de VANQ. Bien, merci beaucoup. Merci. Félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. On vous rappelle que l'opération Nez rouge du Richelieu se tient jusqu'au 31 décembre. Bon, au début du mois, c'est les quelques fins de semaine, mais après ça, on allonge et on est en continu jusqu'à la fin du mois. Donc, vous avez les informations à l'écran. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous manquez l'émission, elle se retrouve également sur notre site Web. Et le dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.